Bien, eh bien, nous allons commencer cette avant-dernière conférence de la journée consacrée à un sujet éminemment stratégique en ce moment, qui est le recrutement et la fidélisation des jeunes dans les entreprises. C'est un sujet auquel sont confrontées de nombreuses entreprises dans de nombreux secteurs, mais dans les industries graphiques, c'est assez criant. Et si on a monté cette conférence, c'est vraiment à l'appel de 9 organisations. C'est vous dire si l'urgence est importante. Donc je vais les citer. Nous avons FESPA France, le GMI, le SIPG, la SEPR, INP Pagora, l'UNFEA, l'école Graphipolis, Passeport Format et l'AFI LNR. Donc ça fait beaucoup de fédérations et d'organismes et de centres de formation qui se sont réunis pour essayer de trouver une solution à un problème crucial pour les entreprises, pour ne pas perdre en compétences au sein des entreprises et former de nouvelles générations. Alors, je ne vais pas parler plus longtemps parce que j'aimerais qu'on écoute le témoignage de nos deux imprimeurs qui sont avec nous, qui sont Sylvain Trulli, qui dirige l'imprimerie Trulli, et Lionel Guidet, qui est directeur de Glyflex, qui est une business unit du groupe AVEC. Avec nous aussi, donc, Marion Ferrat, chargée du développement de FESPA France, et son fan club, via son président. Et Fanny Hautelet, qui est responsable du pôle industrie graphique, communication visuelle et photographie de la SEPR. Alors dans la salle, on a aussi tous les noms que j'ai cités, Graphipolis, SIPG, GMI, tout le monde est là. Donc n'hésitez pas à me faire signe s'il y a des questions. L'UNFEA aussi là. Bon, parfait. On est tous ensemble, donc on va essayer de trouver des solutions à ce problème épineux. Donc Marion, j'aimerais que tu nous dresses déjà le bilan et voir où on en est aujourd'hui et quelles sont les problématiques à régler de manière urgente. Oui, donc c'est vrai que ce collectif a été créé justement parce qu'on a des entreprises qui ont des problématiques qui remontent en fait chaque jour. Aujourd'hui, on doit en fait trouver des solutions pour l'attractivité de nos métiers et trouver des solutions pour les entreprises, pour les jeunes, afin justement de répondre aux problématiques de recrutement. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs pistes qui sont envisagées. L'idée, c'est de, en fait, comme on est plusieurs organisations patronales et centres de formation concernés, l'objectif, c'est d'avancer ensemble pour éviter de disperser un peu des messages différents. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans cette problématique de recrutement et de voir quelles solutions on peut trouver, comment attirer les jeunes dans les industries graphiques et dans la communication visuelle au sens large. On connaît aujourd'hui, cette problématique-là de recrutement, elle n'est pas nouvelle. Il y a cette problématique dans d'autres industries. Ce n'est pas spécifique à notre secteur, mais du coup, c'est à nous aussi de voir trouver des solutions et de partager ensemble. C'est important. Et d'avoir des témoignages d'entreprises. On va donner la parole. Justement, juste une question avant de passer la parole. Oui, je change l'ordre du jour, mais ça me donne une idée. En termes d'attractivité, on voit pour entrer dans les entreprises et recruter, mais pour les centres de formation, il y a aussi un problème d'attractivité sur ces filières. Oui, il y a un énorme problème d'attractivité sur ces filières. En fait, on a très peu de jeunes qui sont attirés spontanément par ces métiers, par méconnaissance du métier. Ils ne connaissent pas ces métiers. Quand on fait des opérations de journée porte ouverte et qu'on arrive à faire rentrer des jeunes dans nos ateliers, là c'est une réelle découverte pour eux et beaucoup d'entre eux prennent conscience que cette profession pourrait être leur futur métier et ils envisagent à ce moment-là de pouvoir s'orienter vers ces voies-là, mais toujours sur la partie plus créative, plus graphique. Un petit peu moins sur la partie atelier et production. Et c'est là où on manque de postes, finalement. Voilà, c'est là où on manque de postes. J'avais une autre question qui venait, mais elle vient de m'échapper, mais elle reviendra. Donc, on va prendre un premier témoignage avec vous, Monsieur Guidet. Donc, je vous laisse présenter en 2 mots peut-être l'entreprise et nous exposer vos soucis en termes de recrutement. Et ensuite, on parlera de l'expérience que vous avez eue avec un jeune salarié. Très bien. Alors, moi, je représente le groupe AVEC. Nous sommes 3 sociétés, donc il y a 2 sociétés fabricants d'étiquettes adhésives et une société plus dans le print général. Donc on est une 60aine de collaborateurs. L'année dernière, donc, quand la SEPR en partenariat avec l'UNFEA a monté, vous allez en parler plus précisément tout à l'heure, mais quand cette classe de bac pro a été montée, on s'est dit
voilà, que ça allait être vraiment une belle action pour pouvoir transmettre notre métier, notre Donc savoir-faire. un bac pro, juste pour préciser, Alors, sur les métiers de l'étiquette. Voilà, c'est alors ça. un bac pro imprimerie existait déjà, bien sûr, mais là, celui-ci était plus spécialisé en étiquette adhésive. Donc on s'est dit, voilà, c'est parfait, c'est ce qui manque pour vraiment faire connaître la profession et faire connaître les spécificités de notre activité. Donc nous avions un jeune qui a fait un stage par le biais de la SEPR de 2-3 mois dans l'entreprise, avec lequel ça s'est très très bien passé. Il a découvert, comme l'a dit Fanny, un vrai métier avec un vrai savoir-faire. Et en fait, il a démarré son bac professionnel en septembre. Et bon, on a essayé de soutenir l'activité et l'envie d'avancer de ce jeune qui a 16 ans. Mais avec le temps, c'est redescendu comme un soufflet. Et aujourd'hui, pour nous, ça va être une expérience qui va être assez négative, puisque je pense il va finir son année, mais il ne continuera pas dans notre filière étiquette. Pourquoi? Vous avez essayé d'en parler avec lui parce que peut-être qu'il s'était fantasmé un métier et c'est pas celui-ci. Ou il est très jeune aussi, 16 ans, Il est très jeune. Alors peut-être que nous, on est plus une société par rapport au groupe qui est plus dans la technique. On a peut-être un petit peu moins de fabrication numérique. Donc j'imagine que ça peut peut-être attirer plus facilement les jeunes. Nous, on est plus dans de la technique pure, c'est-à-dire voilà, c'est quand même un travail sur machine assez compliqué et peut-être plus difficile que le print numérique. Je me dis que ça peut être ça, mais j'ai pas vraiment d'explication à cette démotivation. En fait, lui, il veut changer complètement de voie. Il veut abandonner le métier de l'imprimerie et de l'étiquette et il veut s'orienter vers la photo. Voilà, donc il imprimera peut-être des photos. Malgré tout, dans une ambiance qui était quand même relativement bonne, nous, on était vraiment prédisposés à lui offrir toute la formation nécessaire pour apprendre notre métier. Et bon, nous, on est un petit peu déçus parce qu'on pensait qu'il allait saisir, entre guillemets, ce qu'on prenait, nous, comme une chance. Voilà, ça n'a pas été le cas. Bon, on ne baisse pas les bras. Hein. Si un autre jeune se présente, vous avez appris de cette expérience? Est-ce qu'il y a des choses que vous changerez, des choses vous ferez les choses autrement? Alors, on est conscient que ça a été nouveau, ça a été mis en place l'année dernière. On est conscient que voilà, ça a été quand même il faut faire connaître la formation avec cette option étiquette adhésive. On espère que cette année, ça va aller crescendo. Mais bien sûr, nous, on n'a pas baissé les bras. On est prêt à accueillir un autre jeune. Tout à fait. Ouais. Oui, parce que ce qu'on disait, c'est que ça touche tous les secteurs. Donc le phénomène, il n'est pas propre. On peut parler de l'attractivité des métiers de l'imprimerie qui ont peut-être une image vieillissante, d'une industrie sale, alors qu'il suffit de rentrer dans un atelier pour voir que c'est de la haute technologie. Mais il y a une méconnaissance peut-être encore à ce niveau-là. Mais ce que ma question est revenue, c'est en fait quand ils viennent aux portes ouvertes de la SEPR, j'imagine qu'ils ouvrent de grands yeux. Ils ne s'imaginent pas tout ce qui est possible de faire dans nos métiers des industries graphiques. Ou qu'est-ce qui leur plaît finalement quand ils découvrent Alors, la plupart qui arrivent dans nos ateliers, c'est qu'ils viennent de l'étage du dessus où ils sont passés en communication visuelle. Voilà, la plupart des jeunes viennent dans notre établissement parce qu'ils veulent travailler dans ce qu'ils aiment, ou du moins c'est l'idée qu'ils s'en font. Ils ont une passion, c'est le dessin. Donc, ils veulent travailler dans un secteur où ils peuvent faire du dessin. Nous, on propose la communication visuelle. Donc, ils viennent découvrir ce secteur-là. Ensuite, on leur explique que la communication visuelle, c'est quand même quelque chose qui est éloigné du dessin qu'ils font de manière libre. En communication visuelle, il y a une partie dessin, mais surtout, il faut respecter des cahiers des charges et autres et autres. Et surtout, ça a une finalité. Et cette finalité, finalement, c'est le produit qu'on va imprimer généralement, parce qu'on fait aussi du web, mais ça va être le produit qu'on va imprimer. Et à ce moment-là, on leur propose de venir dans l'atelier pour découvrir tous ces produits-là. Donc, c'est comme ça qu'ils arrivent dans les ateliers. Et là, j'avais même encore le témoignage d'un ancien élève tout à l'heure qui me disait que oui, il est venu pour voir la communication visuelle et quand il a découvert les machines, il a plutôt voulu s'orienter vers ce secteur-là. Voilà. Donc c'est un moyen de les attirer, de passer par cette communication visuelle. Mais la plupart d'entre eux veulent faire un travail créatif, généralement sur écran. La plupart veulent travailler sur de la création sur écran. Donc c'est pour ça qu'on en arrive à retrouver moins de personnes en atelier, parce que c'est un travail qu'ils estiment en soi répétitif et pénible. En fait, ils habitent. Il faut des choses qui leur permettent de pouvoir passer d'une activité à une autre au cours de la journée.
il ne faut pas les laisser sur une machine, sur la même machine toute la journée parce qu'ils décrocheront très vite. Donc nous, c'est ce qu'on constate, c'est vraiment, il leur faut une polyvalence, voilà, il leur faut une polyvalence dans leur fonction. Et on voit que les entreprises finalement qui arrivent le mieux, si on peut dire, à fidéliser les jeunes, c'est les entreprises qui leur proposent différentes activités au cours d'une journée. C'est aussi lié un peu à l'activité même de l'entreprise. Quand on a une entreprise où la production, c'est sur des milliers d'exemplaires, bien entendu que là, il va falloir passer plusieurs heures en production. Si c'est sur des choses qui sont plus sur de la personnalisation ou des petites séries, là, on va pouvoir passer facilement sur une autre activité. Voilà. Et ça, à l'échelle d'un atelier comme le vôtre, par exemple, c'est possible d'imaginer, alors ça oblige, j'imagine, à revoir tout le fonctionnement, puisqu'il faut quand même répondre aux demandes des clients dans les temps. Cette polyvalence des postes, vous y avez déjà réfléchi? Alors, il y a peut-être alors, je ne parle pas forcément des jeunes, mais justement des formations en interne qui vous permettent de permuter vos salariés. Mais est-ce que c'est possible à mettre en place à l'échelle d'un outil industriel, finalement? Alors nous, déjà, pour situer le contexte, l'entreprise dans laquelle je suis à l'ouest de Lyon, nous sommes 6 personnes, donc on est quand même une petite structure. Donc de par nature, on fait déjà tourner nos conducteurs de machine en machine. On mise sur la polyvalence, puisqu'on est quand même obligé de le faire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de gérer et de faire. Et la formation, en plus, en bac pro, intègre aussi une connaissance au niveau du passage de commandes de fournitures, papier, voilà, c'est quand même assez avancé. Dans la formation de ce bac pro, il n'y a pas que de la conduite machine, il y a aussi tout ce qui va autour et qui gravite autour de ça. Voilà, mais je pense qu'il faut que le jeune peut-être prenne conscience qu'il va apprendre un métier dans sa globalité et non pas seulement rester devant une machine. Parce que nous, c'était pas, voilà, on lui offrait vraiment une formation complète. Mais peut-être avec une échelle de temps qu'il faut du prendre. Zapper à la minute, ça, en fait. C'est ça. Aujourd'hui, une semaine classique dans votre entreprise, c'est sur 4 jours, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Donc vous avez déjà fait un pas parce qu'il y a aussi des demandes en qualité de vie, on ne veut pas passer son temps entièrement dans l'atelier. Alors nous, volontairement, dans notre petite structure, on a 3 conducteurs machines, donc on en a un qui vient de Saint-Étienne, donc voilà, ça fait quand même pas mal de kilomètres. Et avec tout ce qui arrive, toutes les augmentations de tarifs de gasoil, etc., on s'est arrangé en concertation avec eux pour faire une semaine répartie sur 4 jours. Oui, donc on est loin de l'image de l'atelier. Tout ça pour dire qu'on est dans une société quand même et un groupe où l'ouverture d'esprit est là, où voilà, on a quand même le sentiment d'être dans une société où la personne est à l'écoute dans son travail. Donc voilà. D'où la déception par rapport à ce jeu. Un petit peu. Mais bon, vous allez recommencer, donc c'est. Oui, plutôt... non, mais on n'est pas démotivé pour autant. Monsieur Trulli, je vais vous donner la parole maintenant. Alors, je vous laisse présenter l'imprimerie et puis. Comme Monsieur Guidé nous expliquait justement comment vous gérez ce souci, en fait, et quelles solutions vous avez mis en place. Vous m'aviez parlé notamment au moment de la préparation d'immersion, qui me semble aussi une bonne piste pour comprendre la réalité de nos métiers dans les industries graphiques et pas vivre sur une image peut-être un peu fantasmée ou fausse. Oui, bien, effectivement. Donc, l'imprimerie Trulli existe depuis 40 ans. Je la co-dirige avec mon frère et elle se compose de 28 salariés. Et nous fabriquons essentiellement des magazines, des catalogues, des dépliants, tout ce qui est imprimerie commerciale. Alors effectivement, quand on voit comment recruter et fidéliser les jeunes dans les entreprises, c'est pas facile. Nous, on a opté pour une autre solution. C'est une solution en partenariat avec Pôle emploi. On a la chance qu'avec Pôle emploi, on a trouvé une responsable qui a adhéré à nos attentes. Mais avant tout, on l'a invité à venir nous visiter et comprendre notre métier. Ça, c'est ce qui a fait déclencher, si vous voulez, la motivation de Pôle emploi, enfin de cette personne, qui a su expliquer notre métier et nos attentes. Ensuite,
avec Pôle emploi, on a réussi. Donc elle convoque donc les personnes qui sont en recherche d'emploi, donc des candidats. Elle fait déjà un premier travail de filtre. Et ensuite, elle montre une vidéo de l'entreprise sur toutes les tâches, sur tous les métiers. Notre entreprise représente à peu près 11 métiers différents. De la PAO, de l'impression, du façonnage, d'eau carré collé, etc. et du routage également. Et ensuite, on rencontre donc ces personnes, on leur explique nos métiers, nos attentes, et on leur demande de faire une petite, enfin, d'un commun accord, on fait une semaine d'immersion. Et au travers de une semaine d'immersion, ils font la visite complète de l'entreprise jour par jour. Ils voient tous les postes. Quasiment tous les postes. Et le dernier jour, enfin, on leur demande qu'est-ce qu'ils ont choisi, qu'est-ce qu'ils ont préféré, s'ils veulent revoir à nouveau un poste. Et là, ils repassent ensuite le dernier jour sur ce poste-là. Et avec cette solution-là, ça nous a permis de recruter à peu près 5 personnes. Juste, je vous coupe, parce qu'ils voient tous les postes, mais ils arrivent avec certaines compétences. Non, aucune compétence. Aucune compétence, c'est ça. Non, aucune compétence. Spécifique de nos métiers, en fait. Spécifique de nos métiers. Bien sûr, il y a un entretien préalable avec ces personnes. Et on leur indique également que nous, dans le recrutement, on souhaite également que ce sont des postes évolutifs. On veut qu'ils avancent avec l'entreprise. On ne veut pas qu'ils stagnent. On veut pouvoir les augmenter chaque année. Sous quelles conditions? Qu'ils augmentent leurs compétences. Voilà. C'est à nouvelles compétences, un salaire valorisé. Complètement. Et vous leur payez des formations pour ça? Ou c'est de la formation interne, du mécénat, du mentorat, du mentorat, pardon? Les deux. On a des personnes dans les industries graphiques, des indépendants qui viennent nous faire une session de formation, ou bien on fait une formation en interne. Voilà. Nos objectifs avec les jeunes ou les moins jeunes, parce que tout à l'heure on a dit les jeunes. Voilà, enfin, ça concerne beaucoup de générations finalement. Voilà. Oui. Là, on se retrouve avec... Je vais vous dire juste un élément justement sur les générations. On a constaté que quand du personnel des industries graphiques est licencié, ce qui arrive, en général, la majorité quitte le secteur. Et alors qu'il y a des postes en renouvellement, mais il y a vraiment un problème d'attractivité au-delà des jeunes générations, puisqu'ils ne reviennent pas dans les industries graphiques. C'est les chiffres, voilà. C'était juste la parenthèse, mais c'est vrai que pour montrer, on parle des jeunes aujourd'hui, mais que ça concerne un problème plus global sur l'attractivité de nos métiers, et peut-être de l'industrie. C'est ça, effectivement. Et voilà, donc avec cette philosophie, ça nous permet de faire évoluer les personnes, et l'évolution également de nos métiers. Et il y a une chose aussi importante avec laquelle on insiste, c'est un retour tous les 6 mois avec ces personnes-là, pour savoir si on ne s'est pas trompé dans le poste et dans l'évolution du poste. Voilà. Et éventuellement, il peut y avoir une requalification de poste. Voilà. Ce système, vous l'avez mis en place depuis combien de temps? Ça fait plusieurs années, ça fait à peu près 7-8 ans. Voilà. Et ça fonctionne? Très bien. Et excusez-moi, est-ce que c'est plutôt des postes donc, graphiques qui sont pris ou techniques au sein de l'entreprise en pourcentage? C'est les deux. C'est-à-dire que d'abord, chez nous, on commence d'abord par la technique pour ensuite finir éventuellement dans l'aspect technique. La partie... nous, on requiert énormément de polyvalence. Ce qui est très important, c'est, à nos yeux, c'est de pouvoir faire évoluer les personnes. Voilà, pour qu'elles se sentent bien également et de façon à ce qu'elles puissent avoir une bonne évolution. Voilà. Du coup, Fanny, quand on entend ce témoignage, donc, finalement, l'entrepreneur a trouvé sa solution tout seul, alors qu'il y a des formations
très qualifiante, très importante en France dans tous nos métiers. Qu'est-ce que ça interroge forcément les centres de formation? C'est pourquoi on va recruter des gens qui ne sont pas formés au départ finalement dans nos métiers et que finalement on arrive à les fidéliser. Comment est-ce que vous interprétez ça et comment est-ce que ça a fait évoluer aussi votre approche? Comment est-ce que ça se passe? Parce que alors là, c'est des très jeunes aussi, Sylvain? C'est des très jeunes non qualifiés que vous prenez ou c'est des personnes en reconversion? Les deux. Les deux. Alors là, on va signer un contrat d'alternant avec un jeune de 18 ans. Alors, je ne sais pas si vous appelez ça très jeune. Ça reste assez jeune. Voilà. Et ensuite, là, on signe 2 autres contrats pour lesquels donc c'est une qualification de conducteur offset. Ce jeune a 29 ans. Il a eu une expérience dans l'imprimerie, dans la sérigraphie. Et ensuite, un autre jeune également qui, lui, avait un hobby qui était de la PAO. Mais il a été... alors, dans ce service de PAO, nous, on n'avait pas ce besoin en termes de recrutement. Et il a trouvé justement, lors de la semaine d'en immersion, le service du massicotage. Et il s'est reconnu dans le service du massicotage. Mais là, on a contracté ensemble un pacte, un contrat. C'est-à-dire, OK, je t'embauche. On va faire 400 heures de formation au travers d'un contrat tripartite avec Pôle emploi. Ça s'appelle le contrat AFPR. Et lorsque tu seras, donc aujourd'hui, tu seras donc stagiaire, tu vas devenir tuteur. Au bout de 3 ans, eh bien, tu pourras évoluer aussi en termes de PAO. C'est-à-dire que tu vas pouvoir rejoindre ton hobby qui est la PAO. À condition que tu me formes toi aussi et que tu fasses le relais avec une autre personne. Voilà, donc je lui ai donné une deadline sur 3 ans, ça peut être 4 ans également, mais ça c'est au début. Peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, il changera d'avis aussi. Et ça sera possible. Et il pourra changer. Voilà. Bon, après vous savez tous que l'entreprise c'est en perpétuel mouvement. Hein. Oui. Juste une précision, c'est vrai que nous ne sommes peut-être pas exactement dans la même activité. Nous, dans l'étiquette adhésive, on a surtout du mal, et à 90% du mal à recruter des conducteurs machines. Après, tout ce qui est PAO, marketing, commercial, j'ai envie de dire, ce n'est pas notre grosse bête noire. La grosse bête noire, c'est vraiment la machine et le conducteur. Donc voilà, ça, c'est les postes qu'on a le plus à offrir et sur lesquels on a le plus de manque en fait. Mais nous, c'est exactement pareil également. Après, il faut aussi donner de l'attractivité dans nos métiers. Voyez-vous, nous, on travaille en 2 équipes, en 2-8. D'accord ? C'est-à-dire qu'on commence le matin, il y a une équipe du matin de 6h à 13h, ce qui fait donc 7h, et de 13h à 19h. Donc de 13h à 19h, ça fait que 6 heures. Sur la semaine, ça fait que 30 heures, du lundi au vendredi. Il ne reste plus que 5 heures. Eh bien, ces 5 heures sont travaillées le samedi matin. Mais pourquoi on s'arrête à 19h? En fait, on s'arrête à 19h parce qu'ils peuvent rentrer chez eux entre 19h30 et 20h et ça ne coupe pas complètement la soirée. Il y a un partage avec leur famille. Donc, je rejoins également la semaine des 4 jours. Voilà. Oui, chacun a sa formule adaptée à ses salariés en fait. 4 jours d'un côté, un peu de travail le samedi matin pour avoir ses soirées. Voilà, en fait. il faut essayer de s'adapter et de trouver donc des intérêts. Et effectivement, travailler en équipe, c'est toujours très intéressant parce qu'ils ont soit le matin de libre ou l'après-midi. Et ça, c'est pas neutre dans la vie de tous les jours. Et pour recruter des nouveaux profils. Oui. Oui, donc je reviens vers vous, Fanny. Oui, que vous inspirent en fait ces 2 témoignages? Est-ce que le système de formation doit évoluer? Est-ce que finalement on recrute trop jeune et il faut être plus mature pour entrer dans l'industrie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une réflexion à ce niveau-là? Alors nous, on n'a pas vraiment la réflexion à ce niveau-là parce qu'on n'a pas vraiment le choix, dans le sens où on est sur de la formation initiale, mais on est aussi sur de la formation, on va dire, pour des reconversions et autres. Et c'est des choses qui effectivement fonctionnent très bien. On voit qu'on a des secteurs qui fonctionnent beaucoup mieux en utilisant de la reconversion que de la voie initiale.
Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a une maturité de la personne qui se rend compte qu'on ne peut pas forcément vivre finalement que de ce qu'on a envie de faire. Qu'à un moment donné, il faut aussi aller sur des métiers qui sont quand même plaisants. Hein. Les métiers autour des industries graphiques sont des métiers plaisants qui apportent un salaire et une sécurité. Moi, je trouve aussi que les deux entreprises dont on a le témoignage aujourd'hui ont compris qu'on n'est plus dans une industrie telle qu'on l'a connue il y a quelques années, où finalement la personne qui arrivait devait s'adapter à l'entreprise. Mais là, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose qui se fait plus dans l'échange, dans la communication, dans des points réguliers tous les quelques mois pour voir si l'évolution correspond aux attentes. Et mine de rien, on parle d'évolution aussi. Donc ça veut dire que quand on parlait tout à l'heure de zapping, alors là, sur des générations un peu plus âgées, on est moins sur du zapping, mais ils souhaitent quand même voir évoluer leur poste et leur donner cette possibilité de le faire. Je pense que ça peut effectivement les fidéliser dans l'entreprise. J'aimerais juste ajouter aussi une chose, c'est que il y a des profils qui veulent évoluer, qui souhaitent évoluer, mais il y en a d'autres qui ne souhaitent pas évoluer. Ça aussi, il faut être aussi à l'écoute également. Voilà. Et donc on a un problème, pas forcément d'attractivité sur les autres générations, et les jeunes, c'est là que se situe le problème d'attractivité principal ou de fidélisation. Comment les associations, enfin les fédérations, comment est-ce que il y a un enjeu de communication, de pédagogie, de connaissance de métiers aussi qui ne sont pas forcément connus. Comment FESPA France et tous les partenaires qui sont ici aujourd'hui, vous avez des projets de campagne de communication, un top chef des imprimeurs. Enfin, on voit que, non mais vous rigolez, mais ça marche extrêmement bien en fait. À chaque fois qu'il y a une émission autour d'un métier, ça revalorise énormément ce métier et surtout ça contribue à le faire connaître. Donc est-ce qu'il y a des pistes de réflexion là-dessus? Alors on est journaliste aussi pour des magazines, donc nous aussi on a peut-être un rôle à jouer à ce niveau-là, mais quels seraient les besoins au-delà des formations, des adaptations, parce qu'on voit que tout le monde s'adapte, essaie de trouver des solutions pour justement rendre plus attractifs nos métiers finalement, et avec des vrais parcours de carrière valorisants et intéressants. Oui, il y a déjà plusieurs communications qui sont mises en place par les différentes organisations et les centres de formation. On est présent sur les mondiales des métiers. C'est important, juste pour rebondir, on parle de l'attractivité des jeunes, on parle de polyvalence, mais du coup c'est aussi la polycompétence. Donc après, c'est à nous en tant qu'organisation professionnelle, en fait, de aussi faire prendre conscience aux entreprises, aux dirigeants d'entreprises, en fait, d'accompagner ces jeunes pour éviter de les perdre en formation. En alternance, en fait, il y a des formations qui existent sur le tutorat. En fait, comment former la personne qui va suivre ce jeune-là en entreprise. Donc ça, c'est à nous d'alerter et de faire prendre conscience aux entreprises que eux aussi, en fait, on parle d'une nouvelle génération. En fait, donc malheureusement aujourd'hui, c'est pas la même dynamique de l'emploi. On a une autre mentalité aussi peut-être. C'est aux chefs d'entreprise et aux entreprises aussi de prendre conscience qu'on parle de nouvelle génération et peut-être que c'est aussi, il faut adapter le modèle. Donc là, on parlait, il y avait des exemples d'organisation du travail du coup, qui sont mises en place, des innovations qui sont faites dans les entreprises à ce niveau-là. Donc il y a aussi la formation auprès du tuteur et aussi la marque employeur. Aujourd'hui, peut-être que l'entreprise, c'était pas la logique auparavant, mais comment en fait dynamiser son image pour attirer les jeunes, pour les accompagner et leur donner envie de rester dans la filière. Oui, c'est à l'entreprise de se rendre attractive et pas l'entretien d'embauche s'inverse un peu en fait. J'aimerais aussi ajouter par rapport à Marion, bien sûr il faut être attractif, mais aussi il faut aussi convaincre aussi les jeunes, mais aussi convaincre les parents. Il ne faut pas les oublier les parents, parce que c'est aussi les parents qui vont également aiguiller leurs jeunes, leurs enfants, leur progéniture, de façon à ce que, oui, finalement, le métier, enfin, ce métier ou la filière graphique est intéressante. Et je pense que là, il ne faut pas se tromper non plus dans ce mode de raisonnement. Quand ils viennent aux portes ouvertes, c'est gagné du coup. Quand les parents viennent, ils viennent... Oui, alors c'est vrai que les parents ont toujours cette petite appréhension d'envoyer leurs enfants dans un monde professionnel trop tôt. Ça les rassure de voir qu'effectivement derrière il n'y a pas de problème de recrutement. Donc c'est vrai que les parents, voilà, quand ils viennent, on les a effectivement déjà dans notre poche.
reste plus qu'à convaincre le jeune, si on peut dire, de rester dans ce métier-là. Je voulais quand même témoigner aussi. On est un centre de formation qui proposons 6 univers différents. On a quand même des problèmes de recrutement dans, si on peut dire, la plupart de nos univers. C'est-à-dire de jeunes qui se présentent pour avoir une formation. Voilà. Donc à part la communication, la restauration, le dessin, le graphisme. enfin je peux en citer plusieurs, et en fait on s'aperçoit vraiment que le jeune qui commence par une formation en aura certainement beaucoup d'autres dans sa vie maintenant. Peut-être parce que aussi c'est peut-être plus simple, parce qu'il existe des formations qui peuvent être faites plus tard et autres, et que maintenant quand on parle d'une reconversion professionnelle, ça fait plus aussi peur qu'à une époque. Mais moi je pense que effectivement on a des problèmes de recrutement qui sont peut-être liés à l'attractivité de notre métier, au fait que ce soit de l'industrie, mais je pense que c'est quelque chose qui est bien plus global et qu'aujourd'hui il faut se mettre dans l'idée que si on a formé un jeune, il va rester avec nous pendant quelques temps, pendant quelques années, mais à un moment donné, il aura peut-être l'envie de partir, et même si on lui apporte tout ce qu'il faut au sein de l'entreprise, il aura l'envie de partir parce qu'il a envie de découvrir autre chose. Et je pense c'est une donne à intégrer par les chefs d'entreprise, d'ores et déjà. Faut savoir, juste un autre chiffre que je voulais vous donner, c'est que 12% des salariés des arts graphiques aujourd'hui ont une formation, et ce sont principalement des cadres. Donc il y a encore beaucoup d'améliorations à apporter pour la formation pour continuer. J'avais une petite question parce qu'on parle de polyvalence, multicompétences. Et du coup, faire un bac pro qu'étiquette, c'était un souhait du secteur ou c'était parce que ça peut se dire, je ne vais pas faire que de l'étiquette toute ma vie. Enfin, je mets à la place. Vous voyez, non mais j'ai rien contre l'étiquette, j'adore l'étiquette. Mais en fait, je pense que c'était un souhait puisque c'est quand même un métier qui est très peu connu au niveau des jeunes. C'est un métier qui a eu une forte évolution de production. Enfin, on a une forte dynamique autour de tout le matériel et machines, comme dans tous les domaines. Mais quand on parle d'attractivité, je vais parler un peu comme un ancien, mais il y a 25 ans, on avait une attractivité qui était quand même beaucoup moins importante qu'on l'a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un parc machine qui est quand même intéressant, de par le numérique, de par tout ce qui se met en place, la protection au travail, les lève-charges, enfin c'est des choses basiques. J'en suis consciente, mais est-ce que dans la tête d'un jeune qui arrive sur le marché, se dire bon, je fais un bac pro étiquette, vous voyez, j'essaye de comprendre pourquoi il s'est peut-être. J'ai envie de dire c'est un métier. Après, c'est un métier qui recrute justement et dans lequel il y a un potentiel de développement très très important. Donc, je présume que chez vous, vous faites aussi preuve de polyvalence. Oui, tout à fait, voilà. Oui. Non, c'est pour ça on parle d'attractivité. C'est qu'un seul départ, c'est un départ pour ensuite évoluer sur un autre, tout à fait. Sur Nous, poste. Faisant partie d'un groupe, en plus, on peut très bien envisager la personne, si elle est intéressée par un autre poste, d'étudier la chose au cas par cas. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est d'une galus à une autre. Voilà. Et une autre petite précision, c'est que parmi les deux autres conducteurs machines qu'on a, on en a un qui a 25 ans, qui est issu de la SEPR, d'un bac pro, d'un BTS, et on a un autre conducteur qui est issu d'une formation aussi dans l'imprimerie. Donc voilà, ces deux jeunes sont dans la société depuis pratiquement 6 ans. Donc voilà, je pense, moi personnellement, je pense qu'il y a un réel changement au niveau de la barre d'attractivité qu'on a mis dans les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, oui, il faut travailler, c'est évident, mais on ne travaille pas dans les mêmes conditions qu'on travaillait il y a 20 ou 30 ans. Donc voilà, on est tout disposé à offrir des places de confort, mais il y a un moment, il faut un peu travailler faut quand avancer, même. Quoi. Juste par rapport à la pénurie au niveau du recrutement, c'est pas une pénurie en fait en nombre de personnes formées. On forme bien assez de personnes pour les postes en renouvellement ou pas aujourd'hui? Non. Il y a une pénurie, donc une vraie. Oui. D'accord. Et donc d'où l'intérêt d'aller chercher ces jeunes là où ils sont. Alors donc, où sont-ils et comment on va les chercher? Alors nous, c'est pour ça qu'on va augmenter notre présence au niveau des collèges, voilà, des CIO et autres. C'est difficile d'y accéder
parce que en fait, voilà, s'il fallait s'occuper de tous les collèges de la voie lyonnaise, enfin de la place lyonnaise, ça serait compliqué, sans compter que, bon, là je parle que de Lyon, mais si on considère tout le reste, ça serait vraiment très important. Donc c'est pour ça qu'il a été réfléchi à des entre guillemets, des publicités un petit peu plus d'ordre national et autres, mais c'est pas quelque chose qui marche. Donc on n'a pas encore la solution. On a encore plein de pistes et on a encore plein de possibilités d'action. TikTok. Exact, voilà, on va y aller. Mais on n'a pas encore trouvé la solution. Voilà. Donc il faut continuer à démarcher de cette manière-là, à être ouvert, à pouvoir proposer. Nous, on propose des mini-stages en 3e pour de la découverte. Sur l'immersion. Oui, voilà, comme effectivement une immersion. On essaie de proposer beaucoup de choses. On essaie d'être aussi très à l'écoute des demandes de chacun pour proposer des passerelles pour des personnes qui s'apercevraient qu'elles se sont trompées, on va dire, en cours de formation. Alors, voilà, on va dire que malheureusement, ça en fait partie pour le jeune que vous avez. C'est des choix qui leur sont proposés maintenant, c'est des possibilités qui leur en sont proposées. Et je pense aussi que ça ne n'aide pas à la fidélisation, dans le sens où, oh là là, c'est un peu fatigant, oh bah je vais changer de formation. Bah à l'époque, pour changer de formation, il fallait finir celle-là et en commencer une autre. Là maintenant, on peut passer, ce qu'on appelle des passerelles, on peut directement passer à une autre. En cours de formation. Oui. Et ça, bah, effectivement, ça continue l'effet zapping. Hein, donc, on touche à tout, mais on est formé sur rien au final. Pardon ? On touche à tout, puis on est formé sur pas grand-chose au final si on change tout le temps. On peut changer ça. Beaucoup ? C'est ça. Oui. Il y a quand même beaucoup de... Oui, il y a beaucoup de passerelles qui sont utilisées maintenant par les jeunes. Ils ont compris le fonctionnement et malheureusement, effectivement, ça ne fait pas forcément des formations de qualité parce qu'on est tout simplement contraint parce que nous demande l'éducation nationale. À savoir que généralement, si un jeune a déjà fait une seconde puis une première, on ne va pas le refaire commencer en seconde, alors que parfois, toute la technique d'un métier est apportée dès la seconde. Et si on rate la seconde, la première et la terminale vont être déjà plus difficiles. Et donc, on va former quelqu'un d'un petit peu moins compétent. Donc voilà, mais c'est des choses qui leur sont permises, qui leur sont autorisées maintenant, et on doit pouvoir leur proposer. Voilà. Et sachant que nous, on a quand même toute une... donc je pense que Lionel pourra nous le dire, mais on a quand même fait tout un démarchage auprès de ce jeune pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Son professeur est allé en entreprise pour vraiment essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Et là, c'est vrai que dans ce cas-là, si on peut dire, on va dire que malheureusement, ça a été une mauvaise pioche. Mais moi, je ne pense pas que ce soit lié à l'entreprise en elle-même. Je pense que c'est plus lié au Non, c'est son choix. Voilà. Oui, c'est Non, ça. puis d'ailleurs, quand j'ai eu un entretien avec lui pour savoir exactement ce qui se passait, il a exprimé l'idée éventuelle de faire des stickers pour les trottinettes, les skates. Je lui ai dit, mais super. Je lui ai dit, ton idée, elle est super bonne, mais voilà, commence par le début. Et nous, si tu as un tel projet, bien sûr, on pourra t'aider. Enfin, voilà, on a été vraiment dans le sens pour essayer d'attraper ce qui pouvait fonctionner. Il viendra peut-être. Après, il a 16 ans, c'est sûr. Oui. Hein, donc, En tout cas, moi, je peux vous dire, on monte des conférences sur les formations et les besoins du métier depuis plusieurs années sur le salon. Et là, j'ai jamais eu autant de monde sur une conférence. C'est bien signe que le sujet est un enjeu, donc on va continuer à le suivre. Et j'ai rarement eu aussi autant de fédérations professionnelles ensemble, de centres de formation, qui se mettent ensemble autour d'une table pour trouver des solutions à un sujet épineux. Donc je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. J'ai entendu le message aussi en termes de communication pour parler des métiers. Je pense qu'au niveau de la presse professionnelle, on a peut-être aussi des choses à faire, mais de la presse aussi grand public qui touche ces jeunes, il va falloir trouver les médias qui s'intéressent à eux. Donc on va continuer à suivre ces sujets. Est-ce qu'il y a des questions aujourd'hui pour nos invités? Vous pourrez revoir cette conférence, elle a été filmée et disponible en replay. Est-ce que vous avez des témoignages supplémentaires à apporter? Oui, bien sûr. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, John Bodnesnik, je suis le directeur du CFA Graphipolis, donc partenaire évidemment avec Fanny sur ces questions des recrutements. Juste amener des témoignages par rapport à la formation des maîtres d'apprentissage, parce que je pense que c'est un point évidemment important. Et on incite, nous, évidemment, toutes nos entreprises à participer à ces 2 jours de formation, parce qu'on va vraiment travailler aussi l'approche du jeune. C'est-à-dire qu'on est dans l'individualisation.
Donc, maître d'apprentissage, c'est pour apprendre à enseigner à un jeune en entreprise, c'est ça? C'est le formateur en entreprise, on va dire. Son intitulé, c'est maître d'apprentissage. Officiellement, c'est lui qui est sur le contrat de travail en même temps. L'idée, encore une fois, de ces formations qu'on doit faire en amont, c'est aussi de permettre à un maître d'apprentissage de savoir définir, quand vous parliez des difficultés, quels sont les leviers de la motivation. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur des jeunes pour lesquels les motivations ne sont pas toujours très claires, mais en même temps, l'entreprise ne connaît pas bien non plus la motivation, quels sont les leviers de la motivation de son apprenant. Notamment, on peut parler des tâches répétitives, on peut les voir à travers un certain nombre d'outils d'un point de vue du management qu'on essaye de mettre en place. Moi, je regrette tout le temps que quand j'ai une centaine de contrats chaque année, nous on a 260 jeunes, alors pas que dans les industries graphiques, on en rentre à peu près 110, 120 contrats chaque année, domaine de la sérigraphie, de la signalétique, de l'impression numérique, l'offset, le façonnage, qui est aussi un domaine pour lequel il y a énormément de recherche de la part des entreprises. J'ai cette année 5 entreprises sur les 100 qui se sont déplacées pour les formations en fait. Donc là, on a aussi une difficulté dans certains autres CFA ou formations professionnelles. La formation de maître d'apprentissage est obligatoire. Moi, j'inciterai forcément aussi un moment de rendre ces formations obligatoires, comme c'est le cas notamment pour le bâtiment, où vous ne pouvez pas être maître d'apprentissage sans avoir eu une formation de maître d'apprentissage. Il y a aussi une difficulté de formation, ce qui est normal, hein, projeter quelqu'un en tant que maître d'apprentissage d'une entreprise, c'est pas comme ça. Il faut accepter aussi d'un point de vue de dégager du temps, c'est pas simple, vous l'avez dit, il faut le rencontrer, il faut prendre du temps pour l'accompagner. Et nous, quand on a des ruptures, difficultés de fidélisation, c'est quand même lié beaucoup à cette difficulté de suivi pour diverses raisons. Hein. Encore une fois, le temps passe, au début ça se passe bien, puis après on laisse un petit peu tomber, on laisse filer la chose sur plusieurs années. Donc ça veut dire que moi j'insiste, et je l'ai déjà dit sur d'autres conférences, notamment au GMI il n'y a pas très longtemps, sur le fait en fait de lancer l'idée que ces formations devraient avoir un caractère obligatoire quand la première fois en fait on attaque en apprenti. Alors il y a les questions de financement de ces formations, d'accord, parce qu'à l'époque nous dans la région de Pays de la Loire à Nantes elles étaient financées par la région. Hein. Là maintenant je pense qu'il faut qu'on travaille aussi avec les OPCO pour les histoires des financements de ces formations, parce que les entreprises vont quand même dégager au moins 2 jours de formation et après un peu plus. Donc là, il y a aussi une question de mise en place. Pour la logique de l'attractivité, il y a aussi, il ne faut pas oublier, Fanny l'a dit, il faut qu'on travaille un peu plus sur l'orientation. Et là, c'est un travail aussi à faire avec les régions, parce que je rappelle que c'est les régions qui ont la compétence de l'orientation maintenant. Donc nous, dans la région des Pays de la Loire, en fait, on travaille avec la région qui se rapproche de nous pour notamment mettre en place ce qu'on appelle un orientibus. C'est-à-dire, Fanny parlait de difficultés d'aller dans les collèges. Donc, nous, dans la région du Pays de la Loire, on a un orientibus qui, au nom de la région, se déplace dans chaque lycée et chaque collège. C'est un roadshow, en fait. C'est ça. Donc, un bus voilà, qui va se déplacer. Et après, le bus est alimenté par un certain nombre de vidéos et de vidéos dites immersives. Ça veut dire que moi, de cette année, j'ai identifié une entreprise dans le domaine de l'impression, une entreprise dans le domaine du packaging, une entreprise dans le domaine de la signalétique, dans lequel la région va venir filmer. Donc, c'est pris en charge par la région. Hein, c'est la région qui finance tout ça. Et qui va filmer sous une forme immersive, on va dire, la découverte de ce qu'est une entreprise. Ce qui permet à des jeunes qui sont éloignés, notamment des fois à la campagne, de ne pas connaître et de pouvoir découvrir en fait sur le lieu. Et ça, c'est un travail à faire, encore une fois, à la fois avec aussi les branches d'un côté et les organismes de formation, de se rapprocher des différentes régions pour voir quelle est leur implication aussi sur ces métiers-là. Voilà, nous, on a de la chance, encore une fois, dans les Pays de la Loire, puisqu'il y a une implication très forte depuis des années dans l'apprentissage. Donc, on est toujours suivi, on va dire, sur ces questions-là. Mais malgré tout, on a aussi les mêmes difficultés, on va dire, de recrutement. Je revenais aussi sur une problématique qui est la mobilité des jeunes. Parce que dans la réalité, ils ne sont pas mobiles. Enfin, moi, j'en ai plein qui refusent de passer le permis de conduire pour diverses raisons. L'écologie, par exemple, je veux pas de voiture. Oui, ils font de la mobilité, mais plus de voiture. Voilà, il n'y a pas de voiture. Donc, il y a des entreprises sur lesquelles on a été obligé de réfléchir à des programmes de mobilité. Donc, il y a des entreprises qui, quand elles sont dans la région nantaise assez proche, organisent des systèmes de ramassage scolaire, je vais simplifier. Hein, ça veut dire qu'on va aller chercher l'apprenant, on va aller l'amener à l'entreprise, de telle manière à ce qu'il n'ait pas cette difficulté de mobilité. J'ai des entreprises qui sont jusqu'à, imaginer, leur financer des véhicules sans permis, vous savez, pour qu'ils puissent aller dans une zone où il n'y a pas en effet de transport. Ça va très loin. Ah oui, ça va très très loin. C'est-à-dire qu'on est obligé de travailler sur une vision de recrutement au niveau global en fait. C'est-à-dire que si on veut avoir un jeune en termes d'attractivité, en fait, il faut aussi que l'entreprise, on l'a dit, hein, elle ait des postures différentes d'un point de vue du management et d'un point de vue RH. Donc c'est une charge nouvelle en fait pour les responsables RH, puisque nous, j'ai des entreprises qui vont aller jusqu'à trouver le logement. Parce que le problématique, quand j'ai des entreprises de très belle taille dans le packaging perdu au fin fond de la Mayenne, j'espère qu'il n'y a personne de la Mayenne là ici, perdu dans le fond de la Mayenne, qui est un très beau département, mais qui est un département rural sur lequel il n'y a pas de transport, et j'ai en même temps des boîtes
de packaging qui cherchent des conducteurs de transformation et on peut placer personne en fait. Donc ça veut dire que l'entreprise doit aussi proposer une sorte de package à un moment quand elle est dans les recrutements. C'est vrai aussi pour les salariés. Hein. Je veux dire, d'avoir ce package, on va dire, global, c'est une question à l'heure actuelle. Alors c'est un nouveau travail pour les RH. J'en ai qui vont jusqu'à essayer de voir le week-end comment les inscrire à des clubs de sport pour qu'ils n'aient pas l'impression de s'ennuyer, on va dire, aussi le week-end. C'est-à-dire qu'on est obligé de mettre en place une politique en fait vraiment globale dans la logique de ce qu'est un recrutement à l'heure actuelle. On ne peut pas se contenter de dire je passe une annonce, je propose un salaire et il y a un poste derrière. Ça ne marche plus, on va dire. Donc les CFA, nous, on fait ce travail-là depuis des années, mais en fait maintenant on voit que l'entreprise, elle a aussi ce travail à faire en complément avec nous. Et ça modifie totalement la façon dont en fait, l'entreprise va accompagner le jeune. Alors, je reviens sur la marque employeur parce qu'on a un exemple ici, nous, dans le domaine de l'IPC, parce qu'on fait aussi partie, comme Fanny, de l'intersecteur du papier carton. On travaille sur une marque employeur, ce qu'on appelle la Paper Team Atlantique. Paper Team, c'est Paper Team, ça s'appelle. La Paper Team Atlantique, en fait, sur laquelle on regroupe les entreprises pour imaginer un travail de marque. Donc, il y a un cabinet qui travaille sur la marque. Et grâce à ce travail qui a été réalisé, alors moins sur l'apprentissage, mais plus sur la formation adulte, on a pu recruter une vingtaine de personnes pour des CQP, en fait. Et en accord avec Pôle emploi, qualification professionnelle. Et des POC, donc des périodes de retour vers l'emploi et les compétences, on va dire, pour des gens qui sont assez éloignés. Parce que ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est que du fait, nous, dans notre région, avec un taux de chômage qui est très bas, puisque en Mayenne, on a 4% de chômage, en Vendée, c'est autour des 4-5%, tous les jeunes ou les moins jeunes qu'on va aller chercher, c'est des gens très éloignés de l'emploi maintenant. Donc ça veut dire que les nouvelles politiques, c'est aussi de les ramener d'abord vers un temps, vous l'avez dit, d'accueil, de découverte de l'entreprise, de retour vers la compétence, être à l'heure, savoir discuter avec ses collègues, enfin toutes ces questions là, pour lesquelles au début on n'imagine pas du tout qu'en fait il faut travailler là-dessus. Et en fait il faut prendre ce temps pour après les remettre, on va dire, sur l'emploi. Donc avec les OPCO, on est aussi en train de travailler sur la même chose pour l'apprentissage. Puisqu'on a aussi des apprentis qui peuvent être pas forcément adaptés encore vis-à-vis de l'entreprise sur un certain nombre de postures. Et donc il y a aussi tout ce travail en amont à faire finalement avant qu'ils rentrent dans l'entreprise en termes de contrat. Alors il n'y a pas une solution, Fanny l'a dit, il n'y a pas une solution. Ça veut dire qu'en fait c'est multi-solutions, c'est multi-partenaires et c'est pour ça que c'était intéressant aussi qu'on puisse, être tous ensemble pour réfléchir à cette question parce qu'elle reste quand même complexe. Moi, dans la région nantaise, enfin Pays de la Loire, Bretagne, chaque année, j'ai 80 contrats que je ne peux pas fournir. 80 entreprises qui cherchent des apprentis et au bout de l'année, je leur dis, en fait, j'ai pas. J'ai 20 entreprises déjà positionnées pour rechercher des conducteurs de machines de transformation, étiquettes, offset, etc. J'en ai 20 dans le façonnage. Si j'en trouve, on fait comme Fanny, on cherche, on est présent partout pour essayer de les portes ouvertes, les collèges, etc. Si on en a 5, 6, on va dire, sur les 20 contrats que nous avons, par exemple, sur le façonnage, on va être content d'avoir 6 jeunes, on va dire, en façonnage. Donc c'est vrai que c'est une politique quand même complexe à mettre en place, mais on a besoin de tout le monde. Je répète, l'État, la région, les entreprises, les branches, les centres de formation, parce que sinon, en fait, moi ce que je constate, c'est qu'il y a des entreprises dont les compétences disparaissent, en fait. Ça veut dire que la personne part à la retraite, elle n'a jamais pu passer ses compétences et après ils reviennent nous voir en disant nous on a des fois des vieux matériels à l'école, ils disent comment ça marche? Parce qu'en fait moi il est parti et puis maintenant je ne sais plus comment ça fonctionne. Donc heureusement nous on a 3 meilleurs ouvriers de France à l'école, donc ça veut dire qu'on a encore de la compétence, mais ils viennent des fois nous dire je ne sais plus comment ça fonctionne parce que finalement mon conducteur il est parti et je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc après c'est le travail comme a fait Fanny sur la formation continue pour accompagner les entreprises. Mais là, on a peur parce qu'on constate des pertes vraiment fortes de compétences à l'heure actuelle, avec des risques importants avec la pyramide des âges. Là. Merci beaucoup pour ces nouvelles pistes aussi de réflexion et ce témoignage. Écoutez, je vous remercie. Le temps avance vite. C'est une autre conférence qui va continuer, mais donc on va continuer à explorer ce sujet avec vous. Merci à tous les 4 d'être venus sur scène pour en parler. Et très bonne. Alors, on enchaîne sur un tout autre sujet. On va parler de stores climatiques personnalisables et imprimables. Mais c'est pour montrer aussi que les industries graphiques créent des produits extrêmement innovants. Et donc, si ça peut aussi attirer des nouvelles compétences et des nouveaux jeunes, pourquoi pas. Très bonne soirée et fin de salon à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.